Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Il est 23 heures. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. À la rencontre dirigée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara a décidé de la réouverture des frontières terrestres. Elles avaient été fermées à la faveur de la crise de la maladie à coronavirus en 2020. Présent à Abidjan dans le cadre du tournée générale, le patron d'Interpol a été reçu par le président Alassane Ouattara. Le général-major Ahmed Nasser Al-Raïssi a exprimé son engagement à accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest à améliorer leur niveau de sécurité. Et puis, le Trésor public de Côte d'Ivoire vient de réaliser sa plus grande mobilisation de ressources sur le marché financier de l'UEMOA. Lors d'une cérémonie de cotation, il a réalisé un emprunt obligataire TPCI à taux variable pour un montant indicatif de 350 milliards de francs CFA sur une maturité de 7 ans. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un décret portant ouverture des frontières terrestres ivoiriennes. Elles étaient fermées depuis le 20 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le Conseil s'est aussi penché sur l'insertion des personnes vivant avec un handicap, la protection de l'enfant et le bilan de PS-Gouv 2022. Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 15 février, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la réouverture des frontières terrestres au regard de l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise des activités économiques. Le décret donc adopté ce jour fixe l'ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023 à minuit. Cette décision de réouverture des frontières terrestres intervient surtout après la maîtrise des voies secondaires de passage clandestin par nos forces de sécurité et permet ainsi une redirection des voyageurs vers les passages officiels de traversée afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle du flux migratoire. En vue de favoriser leur maintien dans le tissu social, le gouvernement a autorisé la création d'un fonds pour l'insertion des personnes vivant avec un handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Il est créé en application de la loi d'orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées et de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail. Ces deux lois prévoient des quotas de personnes en situation de handicap à recruter en qualité d'employés permanents dans les entreprises exerçant sur le territoire national. Le fonds ainsi créé sera alimenté notamment par les pénalités payées par les entreprises qui contreviendraient à cette exigence légale. Protection de l'enfance, le Conseil a fixé les normes et les procédures de création des structures d'accueil et d'hébergement des enfants privés de protection familiale avant de définir la réglementation en ce qui concerne les familles d'accueil. Il s'agit des orphelinats, des pouponnières et des centres d'accueil et d'hébergement spécialisés. Ce décret précise les procédures de création de ces établissements de protection de remplacement, les conditions de placement des enfants, ainsi que l'étendue des soins en fonction de la nature de la prise en charge qu'exige l'âge et l'état des enfants. Contrairement aux établissements de protection de remplacement, qui sont des personnes morales, la famille d'accueil est une personne physique, précisément une femme vivant seule ou un couple homme-femme, marié ou non, reconnu pour son engagement réel dans les activités caritatives et la défense des droits de l'enfant. La famille d'accueil, reconnue comme telle, reçoit une accréditation de l'État qui lui permet d'accueillir un ou plusieurs enfants privés du milieu familial aux fins d'assurer
de façon provisoire leur hébergement, leur éducation et leur entretien dans des conditions de dignité. Ce décret organise les conditions d'acquisition de la qualité de famille d'accueil, définit les droits et obligations de la famille d'accueil, ainsi que les modalités de placement des enfants et de contrôle de la famille d'accueil. Toujours au titre de la protection de l'enfance, le Conseil a adopté un plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue. Ce programme comprend notamment l'aménagement de 5 centres de transit d'urgence et le renforcement de la capacité des familles et des acteurs du secteur, ainsi que l'amélioration de la coordination des mécanismes en charge des enfants en rupture sociale, y compris les enfants mendiants. Le coût global de la mise en œuvre de ce plan d'urgence s'établit à 1,2 milliard de francs CFA. Le Conseil a aussi examiné le bilan du PS-Gouv. Le montant total engagé pour l'ensemble des réalisations du PS-Gouv à fin 2022 s'établit à 384,34 milliards de francs CFA et le montant décaissé est de 306,33 milliards de francs CFA. Le taux d'engagement est donc de 76% et le taux de décaissement effectif est de 61% sur un budget 2022 de 504,97 milliards de francs CFA. Les principaux résultats enregistrés au cours de l'année 2022 comprennent la distribution de 13 000 tables bancs, de 406 794 kits scolaires, de 285 903 manuels scolaires, de l'électrification de 573 localités avec 251 133 branchements réalisés pour un total de 1 802 697 ménages. L'insertion de 21 507 jeunes dans les programmes de formation complémentaire qualifiante et de formation d'apprentis. En outre, à fin 2022, au total, 30 418 ménages ont bénéficié de transferts monétaires trimestriels cumulés à hauteur de 15,58 milliards de francs CFA. 384 associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC, ont été mises en place. Notons que la Côte d'Ivoire va participer au Salon international de l'agriculture de Paris qui se tient du 25 février au 5 mars. Le prochain Conseil des ministres a été fixé au 1er mars 2023. Toujours dans l'actualité, le président de la République a échangé avec le premier responsable de l'Organisation internationale de la police criminelle, OIPC et Interpol. Plusieurs questions liées à la sécurité ont été évoquées au cours de la rencontre. On retrouve encore une fois Awa Touré. La visite en Côte d'Ivoire du président de l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol, se situe dans le cadre d'une tournée africaine. Il justifie le choix de l'escale ivoirienne par le fait que la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, reste un modèle de coopération en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. C'était un énorme plaisir de pouvoir rencontrer le président de Côte d'Ivoire et je le remercie pour le soutien qu'il donne à Interpol puisque Côte d'Ivoire est hôte du bureau régional d'Interpol dans ce pays magnifique. Non seulement il soutient avec le personnel qu'il met à disposition, mais en plus il partage une expertise incroyable dans ce bureau. Et j'ai parlé également de l'excellente coopération dont jouit Interpol avec la Côte d'Ivoire. Vous êtes un pays exemple de votre engagement pour lutter contre la criminalité dont est victime non seulement la Côte d'Ivoire, mais toute la région. Nous continuerons cette coopération et nous continuerons dans notre soutien. Je souhaite que cette prospérité, grâce à votre sécurité, continue. L'Organisation internationale de police criminelle a pour mission de favoriser la coopération entre les services de police de ses 195 membres. Coopération axée sur les échanges de renseignements, sur les infractions et leurs présumés auteurs.
On met le cap sur la capitale politique ivoirienne à Yamoussoukro. Il s'est ouvert la 6e édition du séminaire annuel de la police nationale. La rencontre qui dresse le bilan sécuritaire de l'année écoulée va aussi dégager des perspectives pour les années à venir. Plus de détails avec Kader Sogodogo. La police nationale est en conclave au pied de la basilique Yamoussoukro. L'exercice est connu, passer en revue l'action sécuritaire au cours de l'année 2022. Criminalité, logistique, ressources humaines et tout autre aspect garantissant la quiétude des populations. Lors de ce séminaire de réflexion des services de la police nationale, il s'agit pour nous d'évaluer les activités menées par les unités de police dans toutes leurs composantes au cours de l'année écoulée, c'est-à-dire les acquis, les insuffisances constatées et d'identifier des stratégies encore plus efficaces de sécurisation, de protection des personnes, des biens et des institutions de la République. Dans sa démarche, la police ivoirienne est soutenue par des partenaires au développement. Le PNUD et la coopération japonaise travaillent aux côtés des policiers pour relever tous les défis sécuritaires. Si nous nous en tenons à l'évolution fort appréciable de l'indice national de sécurité et au constat que nous faisons tous sur le terrain, et cette performance-là fonde notre engagement à soutenir vos efforts de renforcement du professionnalisme des fonctionnaires de police et de modernisation de l'institution policière. L'un des défis de la police ivoirienne est d'établir la confiance des populations en reflétant une image positive de policiers. Il importe d'autant plus que la réponse de la police s'appuie sur des informations fiables tirées en majorité des confiances des populations. Le thème des travaux, qui vont durer 4 jours, est « Police nationale, je m'engage avec la jeunesse dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants et la cybercriminalité ». Un thème qui dévoile certainement un pan des objectifs pour l'année 2023. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le premier emprunt obligataire à taux variable sur le marché financier de l'UEMOA vient d'être réalisé par le Trésor public ivoirien avec un montant indicatif de 350 milliards de francs CFA. Il s'agit de la plus grosse opération de mobilisation de ressources financières sur la bourse régionale. L'éclairage de Lansine Bakayoko. C'est dans la recherche des ressources nécessaires aux investissements prévus au budget de l'État que le Trésor public ivoirien a sollicité le marché financier de l'UEMOA via cet emprunt obligataire à taux variable pour un montant indicatif de 350 milliards de francs CFA. Le taux variable est composé de la moyenne des taux moyens pondérés des injections hebdomadaires de liquidités sur une période de 3 mois de la Banque centrale et d'un spread de 2,45%. C'est assurément la plus grosse mobilisation de ressources jamais réalisée sur ce marché depuis sa création. Avec une période de maturité de 7 ans, il s'agit pour la Côte d'Ivoire du 3e emprunt obligataire coté depuis le début de l'année. Cela démontre bien, d'une part, la volonté des autorités ivoiriennes de recourir davantage au marché des capitaux pour la mobilisation des ressources financières à long terme, afin de financer plusieurs projets d'infrastructures de développement et d'autre part, la profondeur du marché financier régional. La particularité de cet emprunt obligataire est son arrimage au taux de base de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ce qui permet de protéger les investisseurs en cas d'inflation. À la différence de l'emprunt classique, à taux fixe, sa rémunération évolue en fonction des conditions du marché. L'atout majeur de ces obligations réside dans la protection du capital qu'elle offre en période de remontée de taux et le coût du financement de la dette reste en ligne avec le taux de référence choisi par l'émetteur. L'un des objectifs spécifiques au plan intérieur de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme de l'État de Côte d'Ivoire concerne la contribution au développement du marché domestique. Les autres États de l'UEMOA et les acteurs économiques devraient emboîter le pas à la Côte d'Ivoire afin de profiter davantage des opportunités offertes par le marché à des taux et conditions très compétitifs. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 282 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs, 9 guéris et 0 décès. À la date du 15 février, la Côte d'Ivoire compte donc 88 091 cas confirmés, dont 87 210 personnes guéries, 834 décès et 47 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 675 700. Le 14 février, 105 120 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 25 469 594 doses du 1er mars 2021 au 14 février 2023. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. On se rend maintenant dans la région du Poro, à Mbengue. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, a présidé une cérémonie de remise de chèques. Plusieurs chèques de 250 000 francs CFA non remboursables du FACI, le fonds d'appui au secteur informel, ont été remis à près de 300 jeunes. On en parle avec Ami Sissoko. 288 jeunes du département de Mbengue, dans le Poro, viennent de recevoir un appui de 250 000 francs CFA non remboursables chacun, soit un total de 72 millions de francs CFA. Président de la cérémonie, c'est le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, accompagné du député-maire de Mbengue, Ali Kader Coulibaly, qui a procédé à la remise symbolique des chèques aux bénéficiaires. Ces montants permettront à ces jeunes sélectionnés à la suite d'une présentation de dossiers d'entreprendre ou de renforcer leurs activités en vue de développer leur autonomie financière. Je vends les articles divers dans une boutique. Je ne m'attendais pas à recevoir pareille somme. Je suis très content. Je remercie le président de la République, le président Alassane Ouattara. Je suis un vendeur d'habits prêts à apporter. Grâce à ce fonds de 250 000, ça va me permettre de rehausser mon commerce. Ce fonds d'appui au secteur informel, FASI, vise aussi à renforcer la résilience des populations des zones nord. Ce projet s'inscrit dans le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières nord de la Côte d'Ivoire, mis en place par le gouvernement. Une solution aux défis sécuritaires rencontrés dans ces zones. Nos équipes effectueront des visites dans les différentes localités pour voir quelle utilisation a été faite de ces ressources. Ce programme est la traduction de la Côte d'Ivoire solidaire, si chère au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, est mise en œuvre par le Premier ministre Patrick Achi. Utiliser ces fonds à bon escient. Mais à l'ensemble de la population, les forces de l'ordre doivent être vos alliés. L'administration du territoire doit être votre allié. En 2022, le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières nord, mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, a permis de prendre en charge 21 542 jeunes dans 6 régions cibles, à savoir Bagoué, Bunkani, Folon, Kabadougou, Poro et Tchologo. Avec un fonds initial de 300 000 francs CFA, une association de femmes d'un village du canton de Pakolo vient d'annoncer un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de francs CFA. C'est le résultat du bilan dressé à l'issue d'une cérémonie. Plus de détails avec ce reportage de Dangui Dangui. Ado Gagnoa, petit village situé dans le canton Pakolo, sous-préfecture de Gagnoa. Flore gagne bien sa vie grâce à sa cabine téléphonique. Moi, au début, je n'avais pas un grand fonds de commerce. Et quand j'ai intégré le groupe, en fonction de ce que j'épargne, le groupe m'a octroyé un prêt de 300 000. Et ce que j'avais, j'ai complété, j'ai ouvert une cabine, des transactions, des dépôts, de retraite, transfert, tout. Aujourd'hui, avec les mêmes moyens avec lesquels j'ai commencé, je suis stable. Comme Flore, elles sont nombreuses aujourd'hui à la tête d'une activité économique prospère dans ce village, grâce justement à leur appartenance à cette association féminine dénommée
Nayuodje, qui signifie en français « à cause de mes enfants ». Au bout de 3 ans, Flore est désignée pour faire le bilan du mécanisme de solidarité et d'autonomisation de ces femmes. À ce jour, nous sommes à plus de 15 millions redistribués aux femmes sous forme de prêts. Ceci, nous le devons, outre nos donateurs, à notre bien-aimé chef que j'ai nommé Chifi Noël Nyagno. Le chef canton du village de Pakolo de retracer l'itinéraire de persévérance et de résilience de ces femmes rurales. 300 000 francs, elles sont passées à 900 000. 900 000, 2020, Amélie Kouakou arrive ici, je lui parle des femmes, il donne 1 million. De 900 000, elles passent à 2 millions, 6 millions. Elles sont aujourd'hui à 15 millions. Ce mécanisme d'autonomisation des femmes de ce village, porté par leur union, est aussi le fruit d'un tissu social solide, a fait observer le sous-préfet. Il y a des valeurs qui sont ici mises en exergue. Il y a d'abord la cohésion sociale dont je venais de parler, puisque si on ne s'entend pas, on ne peut pas se retrouver au sein d'une même association. Ce sont des femmes venant de divers horizons qui se sont retrouvées là et elles ont commencé à travailler. Chants et danses ont donné une allure de fête populaire à cette cérémonie, au cours de laquelle Marie-Longue Gourand, présentatrice du journal télévisé à la RTI, a offert un tricycle aux femmes du village en vue de soutenir leur élan vers l'autonomisation. On ouvre à présent le chapitre politique de ce journal avec plusieurs partis et groupements qui ont revisité récemment le code de bonne conduite pour des élections apaisées. Le document élaboré et adopté en 2021 en partenariat avec des organisations internationales va être réactualisé. Une initiative portée par la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques. C'était au cours d'un atelier. Le reportage de Marie Chantal. Le code de bonne conduite pour les partis politiques, les candidats et les candidates aux élections subit une mutation à l'initiative de la concertation interpartie pour des élections démocratiques. La CIED est faite pour apaiser les tensions dans le pays pendant les périodes électorales, avant, pendant et après. Nous voulons inclure dans le code le fait qu'il soit contraignant afin que ceux qui le contournent soient punis par la loi. Les partis politiques s'entendent pour créer un environnement électoral apaisé. Lorsque les échéances de 2023 approchent allègrement, que nous puissions donc participer à un tel atelier d'actualisation donc du code de bonne conduite pour nous entendre encore sur une conduite que chacun de nous s'efforcera de pouvoir respecter. Les codes de la bonne conduite sont basés sur le dialogue, la compréhension mutuelle. Ça, c'est l'essence même du PDC-RDA. Donc, nous souhaitons vraiment que les populations s'approprient les décisions qui vont se prendre pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Cette initiative est louable, d'autant qu'elle permettra de définir et de contextualiser véritablement le code de bonne conduite qui est de nature à dicter un certain comportement à tous les responsables de partis politiques. Je ne dirais pas que un code de bonne conduite n'est pas un outil essentiel, mais nous sommes convaincus que c'est à la racine, c'est au début qu'il faut réorganiser les choses. Cette rencontre d'échange et de réflexion prévoit la signature d'un accord sur ce code, afin de rendre son contenu contraignant et respecté. Le but ultime est d'assurer des élections démocratiques et transparentes. La coordination de la grande cellule de communication du PDCI RDA était devant la presse. Avec les journalistes, elle a partagé sa lecture de l'actualité politique et ses actions pour l'année 2023. Un reportage de Laure Goretti commenté par Sidonie Davila. La grande cellule de coordination de communication du PDCI RDA lance ses activités 2023. Et c'est autour d'un déjeuner de presse que cette coordination est revenue sur le bilan de ses activités de l'année écoulée. Le prix Félix Houphouët-Boigny, les chantiers en cours dans le pays, la cherté de la vie. Le parti aborde plusieurs sujets qui touchent à la vie du pays. Nous avons aussi projeté notre regard sur
ce qui va se passer en 2023, notamment le congrès extraordinaire qui va se tenir dans le mois de mars, les élections locales et puis le congrès ordinaire éventuellement qui va se tenir. Nous avons profité donc pour faire notre point d'analyse de la situation nationale qui est caractérisée par une croissance économique reconnue, par des travaux d'infrastructure. Tout en se prêtant aux questions de la presse, Smaïla Bredoumi évoque les prochaines élections locales pour lesquelles le PDCI RDA dévoilera bientôt la liste de ses candidats. Notons que cette activité marque la rentrée politique de la grande cellule de coordination de la communication du parti. Dans la commune d'Abobo, le Parti de l'intégration africaine vient de désigner son candidat pour les élections municipales avant son projet de développement qui porte sur des valeurs de proximité et de solidarité. Mamadou Jacob Koulibaly veut surtout susciter l'espoir de changement dans la commune. Souleymane Donisangou, Abou Sanogo. Il est candidat pour les prochaines élections municipales dans la commune d'Abobo pour le compte du PIA, le Parti pour l'intégration africaine. Son programme axé principalement sur l'émancipation des jeunes et des femmes fait du président du dit parti le candidat de l'espoir. Nous avons à la tête un homme dynamique, qui est jeune, qui a de la vision. Aujourd'hui, ce que nous recherchons à Abobo, c'est de dépasser les limites, c'est d'emmener les femmes véritablement à leur développement, à leur indépendance. Nous sommes un parti jeune, nous travaillons avec la jeunesse. Désigné par son parti pour compétir aux prochaines municipales, le candidat Jacob Mamadou Koulibaly se veut être le rempart du changement. Cette candidature va au-delà du parti. C'est la candidature de la jeune d'Abobo qui espère un avenir meilleur. C'est la candidature des Abobolais qui veut le changement. Le Parti pour l'intégration africaine, PIA, existe depuis 2019, date d'investiture de son premier responsable. Il compte à ce jour 5245 membres dans la commune d'Abobo. Le 14 février de chaque année est l'occasion pour les amoureux de s'offrir des cadeaux et des mots tendres. Retour sur l'ambiance de la Saint-Valentin avec une équipe de la RTI qui a sillonné quelques quartiers de la commune de Cocody. Un reportage d'Amidi Arasuba dans un commentaire de Godefroy au Kambawa. Il est 21h. Nous sommes à Cocody, 2 plateaux, quartier Les Oliviers. Adama Koné est venu offrir un présent à sa dulcinée. L'amour, on demande l'amour tous les jours. Mais comme c'est une journée dédiée à cette fête-là, donc pour symboliser cela, on paye juste un petit truc pour montrer qu'on aime la personne avec qui on marche. Siembou, un autre romantique, prépare aussi une surprise pour sa fiancée. Elle se prénomme Nadège. Après 6 années passées ensemble, Siembou a tenu à lui faire une déclaration. On ne vit pas ensemble. Le cadeau, il m'avait gardé le samedi. Le reste de surprise, c'est samedi soir, elle va se rendre compte. Si pour l'aimer, c'est un crime qu'elle me condamne à la prison de son cœur. Des présents offerts pour exprimer son amour, Sylvie fait de la vente de certains articles et gadgets son activité en cette période de Saint-Valentin. Pour la vendeuse, l'engouement n'est pas au rendez-vous cette année. Je dirais que par rapport aux années précédentes, il n'y a pas eu trop de bousculade, quoi. Le fait que c'est le matin aussi, on n'a pas eu assez de clients, ça la descend. Vu que la fête même est tombée si un jour ouvrable, donc c'est un peu compliqué. Autre décor dans ce restaurant de la commune de Cocody. Ici, on célèbre l'amour en musique. Le couple Cissé se prête au jeu. Il participe au karaoké. Encouragée par son époux, Madame Cissé donne tout. Merci à mon épouse. Merci pour tout ce qu'elle m'a donné et qu'elle continue de me donner. Je lui dis que je l'aime de tout mon cœur. Non loin de là, un autre espace accueille les amoureux. Ici, le mercure ne fait que monter. Du zouk en passant par la rumba. Les amoureux présents profitent du moment. Des regards, des rires et des baisers traduisent le bonheur que vivent ces couples. À 10 ans de mariage et vraiment c'est un grand bonheur pour moi.
Et aujourd'hui, j'ai décidé quand même qu'on soit là pour prouver combien je l'aime, combien je suis amoureux. À ma chérie, je veux lui dire que je l'aime aujourd'hui, mais comme tous les jours. Oui, non, mais cet après-midi, c'est elle qui m'a offert, elle m'a acheté une belle montre. Pour la Saint-Valentin. Dans l'ensemble, la Saint-Valentin 2023 aura permis à certains couples de réaffirmer leur engagement et fidélité l'un à l'autre, se soutenir mutuellement et, comme l'a dit l'autre, jusqu'à la gare. Dans l'actualité hors de chez nous, au Cameroun, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga et une vingtaine de personnes étaient mardi devant le tribunal militaire de Yaoundé. Accusés du meurtre du journaliste Martinez Zogo, ils ont été présentés au commissaire du gouvernement en vue d'une éventuelle inculpation. Mais le magistrat militaire a renvoyé tous les suspects à l'étape des enquêtes préliminaires pour complément d'infos. En Écosse, la première ministre et patronne du SNP, le Scottish National Party, a présenté sa démission ce mercredi à la surprise générale. Nicola Sturgeon quitte la scène en ayant participé à la mise en place de plusieurs réformes sociales, mais elle aura manqué son objectif premier, celui de faire céder le gouvernement britannique afin de permettre à son pays de quitter le Royaume-Uni. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble des équipes de la rédaction de RTI 1. Je vous dis bonsoir et à demain matin.